Le face-à-face. Et oui, après la plongée dans le Grand Bleu, on va plonger dans le bain de la santé avec Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour. Très heureux de vous recevoir pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, mais on est abreuvé du matin au soir, justement. On est peut-être un peu trop abreuvé. Et entre le bon grain et l'ivraie, il y a quand même de la porosité et c'est pas pour le meilleur. Mais juste, je voudrais revenir, parce que vous avez signé avec 35 chercheurs universitaires et médecins, une tribune il y a quelques jours en disant « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Et vous dites notamment, je ne vais pas lire tout le communiqué, mais ça, évidemment, on en a beaucoup parlé et à juste titre. Vous dites « Nous ne sommes pas en guerre, mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre contre 1438 le 14 avril ». 1438 ou 14 avril, 30 décès le 9 septembre. La situation n'est donc plus tout la même qu'il y a 5 mois. Par ailleurs, si la guerre peut parfois justifier un état d'urgence et des restrictions exceptionnelles de droits et des libertés publiques, ce n'est pas le cas d'une épidémie. Donc, vous savez, le fameux slogan du président de la République, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et on l'entend encore maintenant, même s'il n'est pas prononcé. Attention, attention, attention. Où en est-on, professeur Toussaint ? Il faut regarder ce que cette épidémie est en train de produire sur l'ensemble de son impact, c'est-à-dire quelle est l'interaction complète entre cette espèce virale et notre espèce humaine. Les deux éléments forts sont de regarder le monde, l'Europe, la France. Le monde, nous avons eu un pic en moyenne hebdomadaire, puisqu'il faut arriver à comprendre ce qui se passe sur 7 jours pour avoir un âge. Il y a toujours cette variabilité, quel que soit le pays. Nous a montré que nous étions mi-avril à 7000 décès en moyenne chaque jour. Dans le monde. Dans le monde. On est descendu, puis on est remonté avec d'autres pays qui ont été atteints en juillet, fin juillet. Et fin juillet, nous étions remontés à 6000 décès par jour en moyenne hebdomadaire. Nous sommes hier à moins de 5000 décès en moyenne hebdomadaire, c'est-à-dire une diminution de 30%. Et surtout, alors qu'on voit s'installer une courbe en M, premier pic en avril, descente, réaugmentation, deuxième pic fin juillet, et maintenant nous sommes sur la phase descendante de la deuxième branche du M, et donc nous avons une diminution de 30%. Ça, ce sont les données mondiales, établies chaque jour, publiquement, et fournies pour l'ensemble des chercheurs du monde entier. Le deuxième élément de réflexion, c'est celui de l'état des forces européennes. Que se passe-t-il en Europe ? Nous sommes depuis début juillet entre 200 et 250 décès par jour. En Europe, ça. Donc en Europe, oui. Sans réaugmentation, alors qu'on était à 5000 décès mi-avril. C'est énorme. Et on est passé de 5000 à 250. À 250. Et il n'y a aucune réaugmentation significative, et toute la question est celle de la significativité par rapport à l'ensemble des données européennes. On va en reparler tout à l'heure, par exemple sur la mesure de cet excès de mortalité que l'on va avoir avec un instrument très important mis en place il y a plusieurs années pour suivre les variations liées aux épidémies, aux canicules, aux vagues de chaleur, aux vagues de froid. Et cet instrument de surveillance de la mortalité européenne nous dit actuellement qu'il n'y a eu qu'une seule vague, celle de mars-avril, qui a augmenté d'à peu près 115 000 décès surnuméraires par rapport à 2019 et 2018 sur l'ensemble des pays européens, sur donc 2 phases de mars-avril, cette phase de croissance très rapide et de décroissance un peu moins rapide qu'on a connue et qui est valable partout. Alors maintenant, il reste à regarder ce qui se passe en France. On peut dire donc pas de deuxième vague. Il n'y a pas eu de deuxième vague en termes de mortalité actuellement. Le seul élément que l'on voit, et le seul pays européen pour l'instant à le montrer, c'est l'Espagne, qui voit une réaugmentation très lente du nombre de décès, puisqu'ils sont passés de 10 à 20 cas par jour, comme nous, à 60 en moyenne. Mais ce ne sont pas les chiffres de mars-avril. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette épidémie est en train de provoquer une phase secondaire, c'est la nature
et la vitesse à laquelle est en train de se produire cette deuxième phase. On voit bien qu'il y a une réaugmentation des hospitalisations et des réanimations. Il faut savoir si la démographie des patients est bien la même, si l'épidémiologie reste constante, c'est-à-dire des personnes âgées, des personnes sédentaires, des personnes avec des facteurs de risque métaboliques et cardiovasculaires, obésité, diabète, hypertension artérielle, etc. Si celle-là reste la même, ce qui est pour l'instant ce que nous disent les réanimateurs, alors à ce moment-là, il faut regarder quelle est la vitesse de propagation. Or, cette pente-là, en termes exponentiels, même s'il ne s'agit pas exactement d'une exponentielle, c'est plus compliqué que ça, c'est semi-exponentiel avec des caractéristiques fractales. Peu importe, on ne rentrera pas dans ces détails, la pente elle-même nous indique ce qui se passe. Or, la pente des cas positifs était 15 fois plus importante en mars, au moment de l'augmentation et au moment du tsunami, lorsqu'on a pris cette phase. Ça, c'est pour les cas positifs, c'est-à-dire les tests. 15 fois plus importante. 15 fois plus importante qu'elle ne l'est actuellement. On voit une augmentation qui pourtant fait toute la communication des autorités sanitaires actuellement pour dire il y a une explosion, il y a quelque chose. Et on voit en Europe une augmentation, en France, plus importante encore de sujets positifs. Attention, je ne parle pas de malades, je parle simplement de sujets positifs. Il faut le dire, parce que il faut le dire et le redire. Et oui, parce que... Et cette pente actuelle est 15 fois plus faible que celle que nous avons connue en mars. Mais il y a encore plus important, c'est-à-dire que pour une épidémie, ce qui compte, c'est de regarder le nombre de personnes qu'elle va malheureusement emporter, c'est-à-dire le nombre de décès. Le nombre de décès, pour l'instant en France, ne réaugmente pas de manière significative, alors qu'on nous l'a promis tous les 15 jours depuis le début du mois d'avril, cette fameuse seconde vague qui ne s'est toujours pas produite. Et la réaugmentation que l'on voit, qui n'est pour l'instant pas significative, a une pente 300 fois inférieure à celle du tsunami du mois de mars. C'est très important de rappeler ça. Ces coefficients-là doivent être sur la France, mesurés sur la France. On est dans une phase dans laquelle on a connu quelque chose de 300 fois plus puissant au mois de mars. Voilà où nous en sommes. Donc à partir de là, il faut regarder les faits, il faut regarder la réalité, proposer des interprétations, voir si ces interprétations sont confirmées par les chiffres et l'évolution de la pandémie dans les jours et les semaines qui suivent, et adapter notre réaction, adapter nos comportements à cette seule réalité. Alors c'est très important ce que vous dites, parce que justement, vous rappelez le tableau, vous décrivez le tableau, et en même temps on assiste, vous avez vu qu'en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, les préfectures disent attention, il faut refermer, il faut qu'il y a des clusters, ils repartent, il faut absolument, alors les bars, les restaurants, etc., attention, pas de rassemblement, etc. Et en même temps, on voit, et vous le dites d'ailleurs vous le dites, il faut évidemment protéger les plus faibles, mais de même que l'imposition du port du masque dans la rue, y compris dans les régions où le virus ne circule pas, l'efficacité du confinement n'est pas démontrée scientifiquement. Et on a l'impression aujourd'hui d'un discours alarmiste qui revient très fort, d'ailleurs vous le savez depuis 2 semaines. Alors c'est quoi cette espèce de je ne sais pas, de dysfonctionnement, c'est quoi ce hiatus? C'est une difficulté après la sidération que nous avons connue, liée à ce tsunami du printemps auquel nous avons été confrontés, mais c'est pas la première fois que nous l'avons été. Dans les années 69-70, dans les années 58-59, plusieurs fois, notre pays, au cours des dernières décennies, a connu des vagues comparables. Vraiment, on n'est pas du tout dans l'importance à la grippe de Hong Kong et à la grippe asiatique de ces deux phases des années 50 et des années 60. On a connu ensuite d'autres maladies autrement mortelles. Le sida, dans les années 80 et 90, avant de trouver une thérapie et des modes de prévention qui puissent être utiles. Il ne s'agit absolument pas actuellement d'une pandémie comparable à la grippe espagnole, ou plus encore à la peste noire, la peste médiévale, auquel pourtant elle a été comparée par les autorités sanitaires. Cette erreur de focale, cette erreur de proportionnalité est actuellement diffuse dans l'ensemble du monde des conseillers, et je ne parle pas de conseillers scientifiques ici, je parle de conseils qui sont des conseils politico-sanitaires et qui n'ont pas chaque jour envisagé les multiples interprétations scientifiques de la réalité. Ils ont adopté une posture idéologique, on peut le dire, Cette posture a été retenue autour de simplement le suivisme des recommandations de l'OMS, qui a, au cours du confinement
de Wuhan et d'une partie du Hubei seulement, c'est-à-dire quelques pourcents de la population chinoise seulement, voulu diffuser dans le monde l'idée que la seule mesure possible face à une pandémie était de mettre tout le monde au fond de la cave et de ne plus bouger de cette caverne. C'est ça. Or, il y avait d'autres façons de le faire, de multiples pays ont eu d'autres façons de réagir très rapidement avec cette idée d'aller diagnostiquer, tracer et d'isoler seulement les malades et non pas tout le monde. Ça a été le cas de la Corée, ça a été le cas de Taïwan, ça a été le cas de Hong Kong, ça a été le cas de Singapour, ça a été le cas y compris de la Suède en Europe, qui a dit, moi je regarde, je prends cette option, je ne vais pas confiner l'ensemble de ma population, je n'aurai pas besoin, ils ne l'ont toujours pas utilisé comme un élément de santé publique, je n'ai pas besoin du masque dans les lieux publics. Le masque est extraordinairement utile dans les lieux clos en phase pandémique létale. On va continuer à en parler, c'est passionnant. Jean-François Toussaint, après ceci, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons ce passionnant entretien avec le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Et c'est vrai, hors antenne, Jean-François Toussaint, on parlait d'une nécessaire désintoxication. Parce que vous le dites aussi dans ce manifeste que vous avez signé avec d'autres scientifiques, nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. Or, c'est ce qui se passe en ce moment, ça continue, ça. Et effectivement, responsabilité, culpabilisation. Tout se passe comme si on voulait nous restreindre, je ne dirais pas de plus en plus, mais continuer effectivement au fond de la cave. Et ce point-là, il est important à comprendre parce que derrière, ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre en place des solutions qui puissent s'appliquer à l'école. L'espoir, oui. Parce qu'à un moment donné, les enfants qui se voient privés de classe pendant 2 semaines pour un simple cas positif, je répète à nouveau, pour des enfants ou des maîtres, maîtresses, professeurs des écoles qui sont seulement porteurs d'un fragment viral, n'a aucun sens. De la même façon... Ils ne peuvent pas répandre la maladie. À peu près... Enfin, plus de la moitié actuellement, et probablement les 3/4, voire 9 sur 10, des cas positifs actuellement diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Parce que les tests PCR, dans lesquels on utilise 40 cycles d'amplification, arrivent à détecter des quantités infinitésimales qui ne sont seulement que la trace d'un organisme qui s'est défendu. Et c'est donc en fait la démonstration d'une capacité de défense et d'une guérison que l'on est en train de mettre en place. Et cet élément-là, contrairement à ce qui est dit, n'en fait ni des malades, ni surtout des contagieux, puisque c'est autour de cette idée des cas contacts qu'il fallait mettre en place pendant les mois de février, mars, avril en France, cette stratégie-là, alors qu'elle ne s'applique plus du tout lorsque l'on est sorti de cette phase létale du printemps. Quand on est face à cela et qu'on voit les queues devant les laboratoires de biologie pendant des heures et des heures pour des gens qui sont jeunes, qui sont sains, qui sont asymptomatiques et auxquels on a seulement dit « attention, vous avez des risques considérables », eh bien c'est se tromper sur la présentation du risque et sur l'élément de communication qu'on en donne à l'ensemble de la population. C'est se tromper et tromper les gens. Bien sûr, puisque derrière, ça veut dire qu'ils vont être sortis de la société, ça veut dire que des mamans, des parents, des pères vont devoir aller chercher leurs enfants à l'école, vont devoir arrêter leurs activités, vont devoir supprimer, alors qu'on est dans une phase qui n'est maintenant plus une phase sanitaire. Attention, ça reste une maladie sérieuse, c'est une maladie qui doit être prise en charge de façon sérieuse dans tous les hôpitaux, par l'ensemble des médecins généralistes, par l'ensemble des personnels soignants. Mais ce n'est pas la raison, et surtout pas avec la pente de progression dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on doit mettre l'alarme et la panique comme si nous étions au mois de février. Nous sommes actuellement dans une phase beaucoup plus lente dans laquelle il faut trouver des mesures
adaptée et proportionnée. Alors on va en parler, Jean-François Toussaint, mais comment vous expliquez qu'un conseil scientifique, vous en parlez dans votre manifeste justement, mais au-delà de ça, comment vous expliquez que des gens, je ne dirais pas autoproclamés, choisis par le politique et autres, eh bien continuent de tenir, Jean-François Delfrécy, pour ne pas le nommer, le président du conseil scientifique, le même discours alarmiste. Il a été un peu recadré par Macron, mais à peine. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la réalité que vous décrivez, et puis il y a un certain nombre de personnes, il ne faut pas faire d'attaque de personnes, mais quand même, qui discourent comme si ceci n'avait aucune espèce d'importance. Comment vous expliquez cela? Il y a deux éléments. D'abord, celui de l'erreur initiale, celui de ne pas envisager toutes les options de ce qu'allait être la maladie. Ils sont partis uniquement sur ce que l'Imperial College, et donc les simulations des algorithmes, laissaient entendre, les modélisations, pour 500 000 décès en France et plusieurs millions de décès en Europe. Nous sommes actuellement, comme je vous l'ai dit, à 115 000 décès supplémentaires. Donc l'excès de mortalité actuellement en 2020 est comptabilisé en Europe de façon très claire, maintenant à hauteur de 115 000. On n'est pas aux millions, donc on est à un ordre, au moins un ordre de grandeur. Oui, mais ils s'en sont aperçus, ça. Donc ce premier point est celui de l'erreur d'interprétation. Ensuite, c'est de persévérer dans l'erreur. Ne pas envisager qu'il puisse y avoir d'autres éléments que la continuité de ce chiffre de morts proposé aux Français tous les soirs, alors qu'en fait, si l'on avait décrit le nombre de décès quotidiens, on le voyait diminuer à partir du 7 avril. Et donc, on pouvait rendre de l'espoir, de l'espérance aux Français pour se dire, tiens, c'est en train de refluer, on est en train, et nous sommes toujours dans cette phase-là de reflux, à peu près à entre 20 et 40 décès par jour, sur lesquels cette importance du chiffrage quotidien était majeur. Sauf qu'on a voulu montrer que cette épidémie ne cessait d'augmenter. Et puis le dernier point, c'est qu'une fois que l'erreur était là, et la persévérance dans l'erreur, maintenant, celle de l'efficacité du confinement dont on a dit qu'il avait prévenu 60 000 décès. Oui, il disait ça a sauvé 65 000 personnes. Ce qui est totalement faux. On a démontré cet élément qui se basait sur 8 points seulement, sur 8 chiffres sur une semaine. Et ces chiffres-là étaient totalement falsifiés et donc on n'a aucune certitude de l'importance de l'épidémie. Et ce qu'il y a surtout, c'est que l'université d'Oxford a démontré que dans le monde entier, il n'y avait aucun lien entre l'importance du confinement et la réalité de la mortalité pour chacun des pays qui ont défini des cas. Alors, je répète ma question, pourquoi? C'est pourquoi, encore une fois, alors je ne vais pas vous transformer en psychanalyste, mais quand même, ou en psychologue, Jean-François Toussaint, mais quand même, c'est perseverare diabolicum, et on a l'impression aujourd'hui que, encore une fois, chez certains, ça continue, et ça continue, parce qu'après on va parler de comment s'en sortir, effectivement, qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis, mais il y a quand même quelque chose qui est là, et vous dites, effectivement, vous parlez du conseil, et vous dites, attendez, virez-le, car virez-les. En tout cas, à nouveau, ce que l'on voit, c'est que cet élément dans la persévérance aboutit à quoi? Aboutit à une décision qui est considérable, dont on voit, en particulier par la démonstration suédoise, auquel on avait promis 70 000 morts, et qui termine cette phase épidémique avec 6 000 décès seulement. C'est-à-dire qu'il en manque toute la Suède, 92%. Toute la Suède a fait seulement 8% du nombre de décès qu'on lui prévoyait avec les modélisations de Neil Ferguson et de l'Imperial College. Donc on peut supposer, au niveau français comme au niveau européen, que l'estimation est à peu près de cet ordre-là. On a grossi d'un facteur 10 le risque. C'est énorme. Le facteur 10, le risque, alors que donc nous étions, sur une phase qui a abouti à 30 000 décès. Sur ces 30 000 décès, il faut là encore voir que l'excès de mortalité en France n'est compris qu'entre 12 000 et 15 000 par rapport aux autres années. Entre 12 000 et 15 000, c'est l'INED qui a proposé et qui a montré, c'est déjà ses premières estimations. Donc ce qui arrive maintenant, c'est de se dire dans un conseil politico-sanitaire qu'il ne s'agit que d'un instrument sanitaire, un confinement, alors qu'en réalité, c'est un instrument sociétal majeur. C'est la seule arme de destruction massive qui a été utilisée au XXIe siècle, puisque c'est la seule qui a concerné quasiment la moitié de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire. Et assumer ces conséquences
n'est absolument pas facile et l'hypocrisie qui était actuellement donnée pour dire que ce confinement a marché alors que ce n'est pas prouvé sur le plan sanitaire et de refuser d'assumer les conséquences socio-économiques que l'on va maintenant voir se dégager et qui vont concerner non pas comme d'habitude les conseillers qui sont assis sur leurs certitudes, mais les jeunes générations qui, elles, vont devoir ramer pour pouvoir se former, pour pouvoir raccrocher une économie en perte de vitesse, pour pouvoir trouver des emplois, pour pouvoir avoir les moyens de leur autonomie, pour pouvoir avoir les moyens de leur espérance. Si on n'est pas capable d'assumer ça, alors à ce moment-là, on continue à faire croire à une crise sanitaire qui n'est plus présente. On se retrouve après les informations avec le professeur Toussaint et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Il faut vraiment remettre les points sur les i, remettre les pendules à l'heure. C'est ce que je pense que nous sommes en train de faire. Vous pouvez d'ailleurs interpeller Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Vous l'interpellez, vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, entre la peur et l'espoir, où en sommes-nous? Effectivement, nous en parlons avec Jean-François Toussaint et nous vous donnons bien sûr très vite la parole, auditeurs de Sud Radio, parce que vous êtes très nombreux à nous appeler et surtout parce que vous avez des arguments qui tiennent aussi. Juste un mot, justement, on a reçu cela tous les jours, nous dit un internaute, plus de 400 morts du cancer, 380 morts de maladies cardiovasculaires, tous les jours. Là, et vous avez remarqué qu'on ne parle plus des autres maladies, en tout cas depuis 4 à 5 mois, c'est que ça n'existe plus, c'est fini, le cancer a disparu, les crises cardiaques ont disparu. Évidemment, ça ne veut strictement rien dire. Mais justement, professeur Toussaint, on s'est focalisé, et à juste titre, sur le Covid-19, mais en martelant ce message, vous nous l'avez très très bien décrit, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas le temps quand même de commencer à changer de focale, et vraiment changer de focale? Oui, ça va être important parce que d'une part, et cet auditeur le mentionne bien, on va voir la mortalité des autres causes réaugmenter. Il y a une saisonnalité de la mortalité qui fait qu'on passe fin août des valeurs les plus faibles, 1200, 1300 décès chaque jour, des autres causes. Des autres causes, oui. Jusqu'à 1800 à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire au cœur de l'hiver, au moment où il fait le plus froid. Et donc, on va avoir une augmentation de la mortalité spontanée, naturelle, sur l'ensemble de ces causes. Et Dieu sait si elles sont importantes pour les causes de cancer, les causes des maladies cardiovasculaires. Mais plus encore, ce que l'on voit, c'est que les effets du confinement, qui effondrent l'économie et qui effondrent les échanges monétaires, ont aussi retiré 30 à 40% des moyens de financement de la recherche. Tous les appels aux dons qui ont été faits depuis le début de cette épidémie ont montré des reculs énormes sur lesquels la recherche, sur lesquels la compréhension et sur lesquels l'exploration autour des autres maladies n'a pas été faite. Donc on a des effets qui ont augmenté, 200 décès supplémentaires juste autour de Paris, juste pour le mois de mars et d'avril, 200 décès supplémentaires de morts subites de gens qui n'ont pas osé appeler le 15 par peur au moment de l'épidémie. Et ça se prolonge maintenant sur les défauts pour les prises en charge de cancer, les chimiothérapies mises en retard, qui vont avoir des effets avec des augmentations de métastases, de récidives sur les cancers du sein, sur les cancers du côlon, etc. Tous ces points-là montrent que nous sommes dans un retard qui ne cesse de s'accumuler. Et ces malades n'osaient pas à l'hôpital, on dit il n'y a pas de place, c'est le Covid. Le Covid d'abord, le Covid toujours, et je ne veux pas arriver au stade où on a dit que certains morts, on les comptabilisait sur le Covid, parce qu'il y a eu ça aussi. Vous savez. La question sur les décès, en particulier dans les maisons de retraite, sur les cofacteurs liés à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, très évoluée, sur les stades terminaux de certains, posera bien la question de savoir à quoi il faut attribuer un décès dans ces conditions. C'est pourquoi ce que dit l'Institut national des études démographiques divise par 2, grosso modo, la valeur du nombre total de décès attribués actuellement. On n'est pas à 30 000 décès, on est à 15 000, 12 000 à 15 000 décès supplémentaires. Absolument. Alors justement, on va en parler avant de donner la parole aux auditeurs, Clémence. Thibault, on va écouter ce que disait hier, juste parce qu'il y a eu toutes ces fameuses études, vous savez, qui disaient, mais oui, ça va, ça ne va pas, etc. Et évidemment, le Lancet, la Bible et l'Évangile, effectivement, de la pensée scientifique en principe. Et voici ce que disait hier, dans son audition au Sénat, notamment, le professeur Didier Raoult.
Je ne vois pas comment on aurait pu avoir un débat serein quand, en espace d'une demi-journée, le ministère et l'OMS s'est mis à dire on interdit partout l'hydroxychloroquine parce que ça tue les gens, pour un papier qui a été retiré 3 semaines après. Parce que c'était une bande de pieds nickelés qui avait écrit ce truc dont personne ne savait d'où il sortait. Donc c'est pas moi qui raconte des bêtises quand même. Enfin, au bout d'un moment, il faut revenir sur Terre, c'est pas moi qui raconte des bêtises. Hein. Qu'on puisse penser, qu'on puisse avoir la pensée que ce truc est vrai. Quand on parle d'un médicament qui a été donné à 2 milliards d'habitants, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a une déconnexion des 2 parties de son cerveau, qu'il y en a une qui est devenue guerrière et symbolique, et puis l'autre qui est restée pragmatique ou pas, d'ailleurs. Alors justement, il y a eu cette espèce d'extraordinaire, vous savez, les études, d'ailleurs Olivier Véran, le ministre de la Santé, c'est basé sur l'étude du Lancet pour interdire l'hydroxychloroquine, mais au-delà de ça, effectivement, il y a eu, et c'est aux scientifiques et aux médecins et aux professeurs que je m'adresse, Jean-François Toussaint, il y a eu un ressenti quand même, on se disait au moins, bon, les médias, on en pense ce qu'on veut, la politique, il y a beaucoup de choses à dire, la justice, etc., les pouvoirs, les députés, mais au moins il y a la science, il y a les médecins. Et là, il y a eu quand même une espèce de, en tout cas chez certains, de délire, de contradiction, qui n'a pas arrangé les choses. Et c'est quand même assez grave, ça aussi. C'est grave, et puis ça fait partie de ce que sont les histoires humaines. La science n'y échappe pas, elle est faite de scientifiques, femmes et hommes, qui sont confrontés à leurs espoirs, à ce qu'ils placent dans leurs intuitions sur la démonstration qu'ils veulent en faire. Ils se placent dans un mode particulier d'exercice. Raoul l'a très bien dit. Au début, les conditions particulières ont fait qu'il fallait enclencher une partie de l'orientation thérapeutique dans l'urgence, mais en même temps, il y avait un certain nombre de méthodes qui pouvaient être assurées. À la fin de l'épidémie, on ne saura pas faire le tri entre l'ensemble de ce qui aurait été fait. On n'aura plus de certitude sur la réalité. Mais ce qui est certain, et vous faisiez bien de rappeler cette phase, c'est-à-dire que celle du Lancet, soi-disant des grandes études, a été tout aussi pernicieuse et tout aussi dévoyée. Des 2 côtés, on a vu des choses qui étaient incertaines. La Bible, vous le disiez, mais elle peut être finalement en réimpression de temps en temps, porteuse d'un certain nombre de fautes, sans parler de péché originel. Mais si c'est en ce contexte-là, on voit des données qui n'ont pas été accessibles, parce que justement, le soi-disant signataire de ces 2 articles dans le New England Journal of Medicine et dans le Lancet refusés parce qu'ils les avaient tout simplement inventés, on voit bien que cet effet-là qui a enclenché par l'OMS et par les autorités sanitaires un refus n'était pas justifié. Ce refus n'a pas été remis en question derrière. Ce que l'on voit, c'est que toutes les études finalement étaient positives, négatives, donc neutres. Il n'y a pas eu d'effet manifestement important, mais il n'y a pas eu d'effet secondaire non plus. Donc il n'y a pas eu ce qu'on craignait sur l'ensemble. Et une fois de plus, on n'aura plus la possibilité, parce que l'épidémie est partie d'Europe, on n'aura plus la possibilité, sur le nombre de cas graves, de faire l'ensemble de ces études qui nécessitent des grands nombres de patients. Et on revient effectivement à ce que vous avez dit, les investissements ont diminué, les dons ont diminué, et effectivement ce n'est pas en enfermant tout le monde qu'on va régler le problème. Peut-être qu'on peut écouter nos auditeurs, Clémence. Oui, vous êtes déjà très nombreux à avoir composé le 0826 300 300 pour poser des questions justement à notre invité, le professeur Toussaint. On peut commencer par Zara qui nous appelle de Paris. Bonjour Zara. Oui, bonjour. Bonjour Zara. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Alors, d'abord, je voudrais commencer par vous remercier, Sud Radio, André Berkoff, parce que pendant cette crise sanitaire, vous avez été parmi les seuls médias à donner la parole à des gens qui ont pris beaucoup de risques, qui en prennent encore, et qui avaient un discours différent de tout ce qu'on a pu entendre. Merci, mais on va continuer dans ce sens. Voilà. Comptez sur nous. Eh ben, j'espère vraiment, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je voudrais en profiter pour remercier bien sûr le professeur Toussaint, parce que comme d'autres, ils m'ont beaucoup aidé pendant cette crise sanitaire pour avoir un discours, alors pas seulement rassurant, mais un discours cohérent, avoir une autre... nous donner des données claires, en fait. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au début de cette crise sanitaire, comme beaucoup de Français, j'ai regardé essentiellement les médias classiques, la télé, et ça m'a mis dans un état d'anxiété que vous pouvez imaginer. Oui, bien sûr. Et en fait, si des gens comme le professeur Toussaint, le professeur Perron, le professeur Didier Raoult et d'autres, je vais peut-être en oublier, n'avaient pas
eu le courage de prendre la parole et de dire les choses différemment, autrement, de réfléchir à toutes ces questions, de nous donner des données claires, franchement, je ne sais pas comment j'aurais pu survivre à cette crise sanitaire. Et je pense que je ne suis pas la seule, et je pense que beaucoup de Français en ont marre, et qu'on a vraiment, vraiment besoin que vous continuiez ce que vous faites, tous autant que vous êtes. Je voudrais aussi le remercier pour la tribune dans le Parisien. Alors, il n'est pas le seul, ils sont beaucoup. Et moi, j'ai une question pour lui. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas entendu par le gouvernement ? Pourquoi est-ce qu'on continue de dire que l'hydroxychloroquine, ça marche pas ? Je suis pas médecin, mais pourtant, moi, j'ai eu la chance, grâce à plein de gens qui m'ont éclairé, notamment le professeur Toussaint, le professeur Perron et les autres que vous avez interviewés. Et grâce à eux, j'ai pu, moi, regarder les données. J'ai pu, moi, regarder les données scientifiques, les informations. J'ai pu voir que le Lancet avait dit n'importe quoi et que ça avait fait beaucoup de mal. J'ai pu voir qu'il y avait donc a priori des solutions, des médicaments, que le confinement effectivement avait des effets délétères, que ça avait peut-être, on verra après, mais que il est fort probable que ça ait tué des gens. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas. Alors Jean-François Toussaint va vous répondre, effectivement. C'est une question que je voulais vous poser, mais ça a très bien fait de la poser. Effectivement, est-ce que vous n'êtes pas écouté ? Écoutez, je ne sais pas. Nous étions 35 jeudi, on est déjà plus de 150 aujourd'hui, signataires de cette tribune. Et donc, on voit que cette réflexion que vous partagez, Zahra, est effectivement un des éléments importants pour remettre la réalité au cœur de notre quotidien et d'avoir cette question posée sur comment interpréter cette évolution du réel. Je ne sais pas si je ne suis pas écouté. Ce que j'ai vu vendredi néanmoins, c'est que le ministre de la Santé, qui devait s'exprimer sur des mesures très difficiles, exigées quasiment par le Conseil scientifique le mercredi soir, finalement n'a pas pris la parole et que c'est le Premier ministre qui l'a prise à 17h30 vendredi soir pour annoncer un certain nombre de choses qui n'étaient pas de l'ordre de l'extravagance, de ce à quoi on pouvait s'attendre compte tenu de la pression qui était mise par le président du Conseil scientifique. Et donc je vois, moi, que le fait de renoncer à un nouveau confinement global, qui était une folie absolue compte tenu de conséquences parce qu'il était que l'on voit du premier. Il était presque demandé, il était en tout cas sur la table, et chaque fois de redire, c'est pas certain qu'on l'exclue totalement, ça veut dire que ce maintien dans la tension était une forme de persévérance dans l'erreur, là encore. Le deuxième point, qui est celui de diminuer la quarantaine de 14 à 7 jours, montre bien qu'il n'y a pas d'évolution de la pandémie de façon dramatique. Sinon, on serait passé de 14 à 28 jours. Quelque chose qui aurait montré l'inverse. Le Premier ministre, 8 jours avant, avait quand même dit « il n'y a pas là de quoi s'affoler ». Il me semble que c'est ce que le premier d'entre nous, le président de la République, a redit jeudi. Les conseillers conseillent, les gouvernants gouvernent. Et le dernier point, c'est le fait de dire, à partir de là, nous allons recentrer sur les malades et il faut trouver des tests efficaces qui répondent rapidement à la détection des malades contagieux. Or ça, nous avons encore beaucoup à travailler pour pouvoir le faire. Eh bien, ce sera effectivement, on va attendre ça et on va continuer après une toute petite pause. Et continuez de nous appeler aussi au 0826 300 300. Faites comme Zahra, posez des questions parce que nous, justement, on parle du réel sur Sud Radio et on parle le vrai. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité, le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'IRMES. Et puis vous êtes là, vous aussi, qui nous avez appelé au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Didier qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Oui, bonjour André, quel plaisir de vous retrouver. Et bonjour au professeur Toussaint. Alors j'avais 2-3 questions en une, on va dire. Allez-y. Qu'en est-il, professeur Toussaint plutôt, est-il au courant du SPLIF, vous savez le fameux organisme qui a attaqué professeur Raoult? Ah oui, la société pathologie infectieuse française. Et qui aurait touché 800 000 euros de subvention de Gilead, du labo, comme par hasard. Pourquoi n'entend-on plus Salomon et Lacombe, les deux maléfiques? C'est pas une suspension très ironique, bien sûr. Et j'ai une question très importante aussi, dont personne ne parle. Le professeur Toussaint est-il au courant du vaccin anti-polio appliqué au Soudan et qui aurait provoqué un taux de mortalité extraordinaire? Anti-polio, vous dites, c'est ça? Oui, il y a une vaccination... récente Ah oui, c'est récent, parce que moi je suis abonné à plusieurs sites sur Internet. Il y en a un qui s'appelle Résistance Républicaine, que vous devez connaître, avec Christine Tazin,
qui n'ont jamais été attaqués ni démentis. Et apparemment, il y a un labo américain qui aurait lancé une campagne un vaccin anti-polio au Soudan, et il y aura un taux de mortalité extraordinaire. Eh bien, écoutez, Jean-François Toussaint va vous répondre. Oui, merci. Alors, sur les 3 questions sur la société francophone de langue française, sur les maladies infectieuses, je ne connais pas les détails, ni l'appel, ni qui, sur le plan juridique, de toute façon, est lancé. Donc là, il faut voir comment la justice proposera, instruira et prendra sa décision sur ce contexte. Pour le directeur général de la santé, il faut lui poser la question directement. Pourquoi il n'apparaît plus actuellement, quand même, hein. Oui, bien sûr, mais je n'en ai pas non plus l'explication. Enfin, le 3e point sur le vaccin vivant atténué de la polio. Effectivement, l'OMS a déclaré il y a 15 jours que la polio avait été finalement éradiquée en Afrique, alors qu'au même moment, on voyait réapparaître des cas dans l'Est de l'Afrique, en particulier autour de ces effets liés à une atténuation et à une conséquence sur l'immunité des populations en rapport avec ce vaccin. Cet élément-là nécessite d'être suivi, d'être extrêmement encadré et doit faire l'objet, là encore, de publications qui ne sont pas récentes. On a ce problème qui a été levé très tôt et là encore, on voit des évolutions qui ne permettent pas tout à fait le chant de gloire qui a été entendu il y a 15 jours. Je voudrais justement poser une question sur l'OMS. Vous avez vu qu'on a beaucoup parlé de l'OMS, on va pas faire l'émission là-dessus, et très contesté, etc. Effectivement, les donateurs de l'OMS et autres, on a vu que l'Amérique s'est retirée, bon. Mais l'OMS vient de faire des recommandations, attention justement par rapport à, peut-être pas deuxième vague, mais attention, on revient, redoubler de vigilance. Vous avez vu que depuis 48 heures, l'OMS émet des signaux d'alarme. Et en particulier vis-à-vis de l'Europe. Absolument, vis-à-vis de l'Europe. Alors, c'est quoi ça? C'est une contradiction très totale. Intriguant, la façon dont l'OMS a présenté cette pandémie comme une menace pour l'humanité. Et là encore, une menace pour l'humanité, ça veut dire c'est l'équivalent de la peste noire, auquel un certain nombre d'autorités sanitaires, vous en parliez tout à l'heure, monsieur, l'ont comparé. Si on avait eu la mortalité de la peste de 1348 en 2020 avec le SARS-CoV-2, à ce moment-là, on aurait eu le tiers de la population concernée qui serait décédée. Le tiers d'une population mondiale à 7,5 milliards, ça fait 2,5 milliards de décès. De décès, oui. On en est à 850 000 maintenant. Ouais. Là encore, les ordres de grandeur ont été à ce point confondus que l'on ne peut pas parler autrement que comme le faisait le président Waldmeier, président de l'Allemagne, qui disait « Ceci n'est pas une guerre, ceci est un test de notre humanité ». Oui, c'est très joli. Mais alors justement, l'OMS, est-ce que, franchement, soyons clairs, est-ce que l'OMS aujourd'hui, avec ce qu'ils font, a une quelconque légitimité? Je parle ces appels qui sont pratiquement politiques. Encore une fois, cet appel à dire « Attention, attention, danger, danger ». Cet appel-là, une fois de plus, ne se fonde que sur l'augmentation des cas positifs, donc et non pas sur l'augmentation du nombre de malades et de décès, et sur l'absence d'augmentation du nombre de décès pour l'instant en Europe. C'est-à-dire que cette deuxième phase éventuelle, qui est toujours repoussée à dans 15 jours, dans 2 semaines, est à nouveau celle qu'utilise l'OMS actuellement, alors que ça fait 10 fois depuis le début avril qu'on s'est trompé sur le déconfinement, sur le relâchement, sur la fête de la musique, sur les clusters de Mayenne, sur les matchs du PSG, qui n'ont pour aucun entraîné d'augmentation significative de la mortalité. Sur le meeting de masse à Berlin contre le masque, il y avait 200 000 personnes ou 100 000 personnes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de pandémie, enfin en tout cas... Il n'y a eu aucun effet sur la mortalité allemande, qui se compte en moins d'une dizaine de cas depuis 2 mois, comme pour le reste des pays européens. Donc on voit bien que cet élément-là, qui reste pourtant le curseur majeur sur lequel il faut pouvoir comprendre l'évolution et les anticiper, et comprendre aussi ce que sont les choix qui sont faits, par exemple pour les hospitalisations, pour la réanimation. Bruno Megarban, qui est le directeur et le chef de service de réanimation à la Riboisière, nous disait cet été, 40% des personnes en réanimation étaient des personnes qui revenaient, des personnes qui ont la nationalité française et une autre nationalité, qui revenaient de l'extérieur, donc qui étaient contaminées en dehors du territoire français. C'est ça. Comment sommes-nous actuellement? Quelle est l'épidémiologie? Il faut la décrire honnêtement pour pouvoir savoir dans quel sens évolue.
toujours vérifier, toujours la science, toujours vérifier. Un autre, peut-être... Oui, une auditrice, Marie, qui nous appelle de Lyon. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, Marie. Alors, déjà, pour éviter de répéter tout ce qu'a dit Zara au tout début, merci pour tout. À l'inverse d'elle, je n'ai pas la télé, donc heureusement, je n'ai pas excusez-moi l'expression, les merdias comme diffusion, mais aussi bien le docteur Toussaint comme le professeur Perron, etc. Merci pour votre message. Bref, j'ai une question déjà, c'est allez-y. Finalement, justement, vous parliez de l'OMS, Monsieur Berkoff, mais que pensez du coup que pense le docteur Toussaint et des données diffusées par l'OMS, l'INSEE, etc. Parce qu'on voit qu'on remet beaucoup en parole finalement pour certains, on va dire chroniqueurs ou personnes qui parlent, par exemple, dès que, comme le monsieur Oberton, je crois, qui a écrit Orange Mécanique, tout de suite on remet en cause ces données. Mais du coup, sur la violence. Comment, voilà, c'est ça, oui. Comment croire, ce que vous dites, Marie, en fait, comment croire aux données, comment faire confiance aux données qu'on nous présente. Mais surtout telles que l'OMS ou l'INSEE, par exemple, qui sont des institutions, ou même, par exemple, l'ANSET, par exemple. Effectivement, quand on n'est pas scientifique, Jean-François Toussaint, quand on est effectivement citoyen lambda comme nous, etc., on reçoit, voilà, l'INSEE, on se dit, bon, l'OMS, institution, l'ANSET, institution, etc. Et puis on découvre que il y a quelque chose de truqué au royaume du Danemark. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement une très grande difficulté, trouver la bonne façon d'interpréter les données. D'abord, il faut avoir une diminution de l'incertitude. Je ne parle pas de certitude. On voit avec le temps, quand on améliore des systèmes de recueil des données, on voit progressivement se réduire l'incertitude autour de ces données. On le voit actuellement quand on étudie chaque pays au jour le jour, comme nous le faisons depuis 6 mois dans notre institut. On voit cet impact-là qui va donner, selon les pays, selon la qualité de leur système, des valeurs très improbables, très différentes, très grevées d'une incertitude ou pas, selon cette qualité. On a des groupes de pays dans lesquels on a plus confiance, d'autres sur lesquels on sait que la latitude est un peu plus grande. Néanmoins, à l'intérieur de tout cela, on sait que progressivement, dans ce brouillard, un certain nombre de grandes fonctions se retrouvent. Celle de l'évolution pandémique, celle de la forme de la vague. La forme, c'est la signature là, de cette pandémie qui est importante. Celle d'éventuelles reprises, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui sont des cas de réimportation. Et le point majeur que l'on comprend du coup de ces îles, en particulier de Nouvelle-Zélande, c'est que le virus ne devient pas endémique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est propagé dans la population, qu'il a atteint l'ensemble de ses cibles potentielles, alors à ce moment-là, il n'arrive plus à se maintenir. Il n'a pour l'instant pas évolué dans une forme endémique qui permettrait à ce moment-là d'avoir, comme la tuberculose par exemple, comme le sida, d'avoir un entretien constant. On ne le voit pas, il faut absolument réimporter un cas pour pouvoir voir une deuxième bouffée épidémique. Donc tous ces éléments-là sont importants, il faut avoir les clés, elles ne sont pas simples, ça c'est clair, mais il faut surtout mettre tout cela de façon transparente sur la table et oser les confronter à ces différentes interprétations, ce que tout le monde n'a pas fait. Ouais, et c'est ce que nous essayons de faire nous-mêmes. À tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité, le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris et directeur de l'IRMES. Et puis vous êtes aussi très très nombreux à avoir composé le 0826 300 300 pour poser justement des questions à notre professeur Toussaint qui est avec nous. Et bien c'est le cas aussi de Marie qui nous appelle de Lyon. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Marie. Alors Marie n'est pas là pour le moment. On ne l'entend pas. Allô? Oui, Marie. Oui, bonjour. C'est parce que j'appelle d'Avranches. C'est pour ça que je ne suis pas reconnue en tant que lyonnaise. C'est Avranches, c'est pas lyonnaise. Oui, non, rien à voir. Marie, on vous écoute. Oui, je voulais en premier lieu remercier le professeur Toussaint du bien qu'il a pu faire en tout cas en ce qui me concerne, d'entendre une voix, parce qu'au départ, si vous voulez, quand vous avez la chance, j'estime que ça a été une chance pour moi de sortir de la peur rapidement, et que vous n'avez que contrepoids le docteur Raoult, dont tout le monde le prenait pour un charlatan, on le faisait passer pour tel, c'était compliqué. En fait, les gens qui
qui commençait à comprendre qu'on se sentait seul. Et quand des voix se sont élevées, ça a commencé à changer les choses. Oui. Absolument. Ah oui, vraiment, de se dire, je suis pas folle. Bon. Et moi, je voulais soulever un point, et ça, c'est ce qui m'a le plus traumatisé depuis le début. Oui. C'est le dégât de cette crise sur le plan humain, que je trouve mais vraiment catastrophique. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Le cas d'un couple, 88 et 91 ans, pas d'enfants, donc ils ont partagé 60 ans de leur vie. Le monsieur a été placé en EHPAD. Oui. Pour un cas positif dans l'EHPAD, je dis bien positif. Ah oui, et un seul, oui, positif, et pas malade et pas contagieux. Oui, j'ai bien fait préciser, pas malade. Bien sûr. Elle ne peut plus voir son mari qu'une fois tous les 15 jours sur rendez-vous, dans une pièce spéciale, séparée par une table avec un masque. Elle ne peut même pas le toucher. Ouais. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Je ne parle pas des gens morts en EHPAD, dont la famille n'a même pas pu les voir, les enterrer, enfin bon, bref. Et je trouve, si vous voulez, je me dis, quand est-ce qu'on va arrêter le massacre ? C'est toutes ces personnes malades. Une amie qui a perdu sa mère de cancer, elle ne l'a pas vue les 3 dernières semaines. Oui, c'est vrai que les dégâts humains, de ce point de vue, c'est terrible. Et d'ailleurs, Jean-François Toussaint, de ce point de vue, vous avez vous-même un témoignage poignant, que vous nous avez dit. Oui, j'ai reçu un certain nombre de courriers, vous pouvez l'imaginer, et j'ai celui-ci qui est totalement pertinent par rapport à ce que vous décrivez, madame, qui est celle de, finalement, notre incapacité à accompagner les dernières semaines, les derniers mois de personnes auxquelles on souhaite pourtant, par le biais d'un accompagnement dans les EHPAD, est-ce que le A est celui de personnes âgées, dépendantes, ou de personnes abandonnées dans le contexte actuel. Je voudrais vous lire ce très bref courrier de madame Guylaine Châtelier qui m'a autorisé à le faire. D'il y a 2 semaines. Elle me dit: j'accompagne mon époux qui vit depuis 3 ans dans un EHPAD et depuis le mois de mars, c'est une souffrance morale en raison des conditions draconiennes imposées par la direction. Après 3 mois et demi de fermeture, des visites de 30 minutes en juillet, l'établissement a été refermé en août et les visites d'1 heure sur rendez-vous n'ont repris qu'en début septembre. Ce que je vis depuis des mois me révolte. J'ai fait part de ma colère, de mon indignation à la direction, laquelle ne souhaite plus me répondre. L'important étant qu'il n'y ait pas de cas positif pour ne pas être la cible des médias. Il n'y a eu jusque-là, et il n'y a aucun cas dans l'établissement. La direction nous a fait peur pendant tout l'été, parlant de 2e vague. Nous n'avons eu aucun répit sur le plan psychique. Les résidents, pourtant, sans stimulation, ont énormément diminué. La résidence est devenue un lieu de non-vie. L'ultra-sanitaire, le biologique l'emporte sur l'éthique. Les malades Alzheimer ont besoin pourtant de contact, surtout dans leur état avancé. Et on les prive de notre affection, c'est dévastateur et les conséquences en sont dramatiques. Quel terrifiant miroir, hein. Je pense que les là, médias, on a peur des médias, on ne dit rien. Oui, c'est Madame Châtelier résume absolument de façon complète ce que vous présentiez, madame, comme l'un des effets majeurs du confinement dans des établissements qui ne sont pas faits pour cela et qui ont, sur une version ultra sanitaire, utiliser un seul mode de raisonnement sans pouvoir revenir à celui de l'accompagnement, une fois de plus, surtout à partir du moment où la phase la plus létale de l'épidémie était passée, c'est-à-dire après le mois de juin. Le fait de pouvoir redonner à un moment donné cet avenir, y compris pour ceux qui sont dans les derniers moments et qui ont un besoin plus important encore que tous les autres de notre présence, de nos soins, de notre affection. Ce point-là a été l'un des dégâts majeurs qui a vu pour certains établissements plus de décès par abandon, par suicide, que par maladie. Il n'y en a eu par le Covid. Clémence. Oui, après ça, donc on redonne la parole à Laure qui nous appelle de Caen. Bonjour Laure. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Toussaint. Oui, alors moi j'appelle de Caen. Je voulais dans un premier temps donner mon expérience personnelle. J'étais en vacances la semaine dernière en région PACA, dans le Var précisément. Oui. J'ai attrapé un petit coup de froid. Je suis allée voir mon médecin hier, j'avais un rhume.
Donc, en fait, on m'a demandé de faire un test PCR que j'ai fait ce matin. Oui. Donc, 2 heures d'attente, 150 personnes, voilà. Et au final, on m'a demandé de ne pas venir travailler. Au travail, on ne souhaite pas ma présence non plus. Ouais. Donc voilà, a priori, bon, je vais bien. J'attends les résultats qu'on m'a dit que je vais avoir entre sous 3 et 8 jours. Ouais. Alors, des tests, oui. Voilà, des tests. Alors, si vous voulez, moi, ma réflexion, c'est qu'à mon niveau, j'ai l'impression qu'on entretient une psychose, en fait, parce que là, on va arriver en automne, tout le monde va avoir des rhumes, tout le monde va avoir des rhinopharyngites, tout le monde va avoir la grippo. Et qu'est-ce qui va se passer pour l'économie si on ne peut plus aller travailler? Parce qu'on tousse ou parce qu'on a un rhume. Exactement, parce que c'est mon cas là tout de suite, parce que je reviens de région PACA. Moi, je suis j'ai la chance de pouvoir vous écouter à Caen, mais voilà, sur Internet. Oui. Et si vous voulez, j'ai l'impression que les médias, pas forcément vous, hein, mais les médias entretiennent une psychose avec le gouvernement et le comité scientifique, parce que encore la semaine dernière, ils avaient dit on va droit dans le mur. Oui, on l'a dit, oui. Mais Marie, justement, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, et c'est vrai. Oui. Une seconde, reste avec nous, les Marie. Non, Jean-François Toussaint, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qu'on va tomber dans l'automne, mais effectivement, ce que disait Marie, il va y avoir des grippes, des rhumes, et on sent ça. Moi, je vois parmi hier quelqu'un qui tousse. Dès que quelqu'un tousse, vous savez, les gens se retournent et c'est presque s'il avait fait un acte absolument obscène ou d'exhibitionnisme dans la rue. Est-ce qu'on ne risque pas, vu le paysage mental dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas, on aura des simples grippes et que ça va dégénérer en autre chose? 2 éléments, celle de l'appréciation du risque, là encore, revenir au réel. Les coronavirus responsables du rhume, on en a depuis des milliers d'années. Ceux-là sont ceux qui n'ont justement, un certain nombre de publications de Singapour et de la Suède, de Karolinska l'ont montré, qui nous donnent une immunité naturelle, préexistante au SARS-CoV-2. Donc ceux qui avaient déjà une immunité forte contre les coronavirus ont eu plus de chances de se défendre. Ça, c'est un premier point. On voit bien que cette question de l'immunité collective, de l'immunité naturelle, de l'immunité sérique est au cœur de notre capacité de défense. Le deuxième point, c'est celui qui fait que, sur le plan sociétal, on va se trouver dans un drame absolu si on demande à chacune des écoles, à chacune des entreprises, comme la vôtre, madame, d'arrêter tout contact, alors que vous avez simplement eu, pour 24 heures, un écoulement nasal sans autre risque de contamination, sans autre effet secondaire. Là, à ce titre, la communication gouvernementale sur le dernier clip qui a été montré, à nouveau montrant la responsabilité des jeunes générations sur l'aggravation de leur grand-mère, est inique. Terrifiant, effectivement. Ce clip est immonde. Ce point ne devrait absolument pas être maintenu sur les télévisions actuellement. Je suis d'accord avec vous. Et le dernier point, par contre, c'est qu'on a un élément qui permettrait de pouvoir trouver une situation qui, par rapport à la grippe, qui elle aussi va se trouver en concurrence avec le virus circulaire, qui est simplement la vaccination. Donc là, oui, bien sûr, il faut avoir une campagne de vaccination la plus large possible. On sait qu'elle n'est pas complète, qu'elle n'est pas totalement efficace, mais au moins sur cet aspect-là, on aura un aspect de réduction. Et ensuite, il faut revenir, communiquer, dire ce qu'est la réalité de cette maladie et non pas le fantasme auquel on s'attarde actuellement sur de simples élévations du nombre de tests positifs pour dire, voilà, actuellement, nous en sommes à une létalité 100 fois inférieure. Comment vivons-nous dans ce risque ? Et ça, personne ne le dit au gouvernement et personne ne le dit au conseil scientifique. Vous le dites, un certain nombre, effectivement, de scientifiques et de chercheurs le disent, heureusement, mais les autres, ils observent de Conrart le silence prudent, comme on dit. On retourne au standard, on donne la parole à Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour Eric. Bonjour madame. Oui, bonjour Eric. Bonjour André Berkoff, écoutez, toujours bravo pour vos émissions. Merci au professeur Toussaint, et on pourrait y agréger le professeur Touraine et le professeur Raoult, qui au moins, pour eux trois, c'est la parole du bon sens. Alors effectivement, j'entendais un petit peu ce qui se disait. Oui, le gouvernement joue la psychose, sans doute, parce que, ayant été dans l'erreur dès le départ,
depuis donc ces articles dans l'Impérial College, etc., qui avaient déjà fait des erreurs auparavant, c'est clair. Je pense qu'ils auraient dû quand même, au gouvernement, ils ont des têtes pensantes, de dire mais attendez, il a quand même fait des erreurs, essayons d'avoir d'autres sons de cloche. Bon, il y a eu des erreurs de logistique, il y a eu des erreurs, il y a eu des mensonges, et ça c'est ce que je ne pardonnerai pas. Moi, ce gouvernement, c'est sur les masses, c'est sur le mensonge. Et ensuite, si vous voulez, de tout ça, moi je vois que cet impact du confinement a été très fort sur les personnes. Moi, à titre personnel, si vous voulez, là je parle à titre personnel, j'ai un parent qui avait un cancer du sein, bon, peut-être pas très important ou autre, il était donc suivi à l'hôpital Tenon. Cancer, oui. Voilà. Eh bien, finalement, on lui a dit, on ne peut pas, on verra ça plus tard, ce qui lui a gâché toutes ses vacances d'été. Bon, j'ai un mariage prochainement. On met des règles sanitaires à ne plus savoir qu'en faire. Alors, il suffit peut-être tout simplement de dire aux gens de faire attention, etc., etc. Et puis, sur le plan économique, ça va être une vraie catastrophe pour tous ces jeunes qui rentrent dans le travail. Et je trouve que réellement, alors je ne parlerai pas parce que j'habite Paris, qu'on voit ces files d'attente qui sont absolument ridicules. Et ce gouvernement, du début jusqu'à la fin, pourtant ils ont des hauts fonctionnaires autour d'eux, etc. Ils auraient mieux fait d'employer des militaires. Ils ont un problème de logistique qui est abyssal. Abyssal. On n'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à cette histoire-là, et on continue aujourd'hui pour que la France se relève de tout cela. Ça va être impossible. Alors effectivement, j'entendais vos différents interlocuteurs. Il faut que des professeurs comme le professeur Perron, Toussaint et autres prennent la parole. Mais malheureusement, j'ai l'impression, alors c'est très bien l'article qui a été fait, la pétition qui a été lancée, mais malheureusement, je pense qu'il faut faire plus et davantage pour dire stop. Alors le gouvernement a peut-être mis un peu la pédale douce, mais je pense qu'il faut encore en faire plus, parce que ce gouvernement est fautif, a prouvé son incompétence totale et son mensonge. Alors justement, en faire plus, évidemment, chacun fait ce qu'il peut et puis chacun travaille, effectivement. Maintenant, c'est aussi aux citoyens de prendre ses responsabilités. Je crois que c'est à nous tous de prendre nos responsabilités. Le chercheur cherche et il essaie de trouver. Effectivement, le gouvernement, s'il est politique, a besoin effectivement de tracer un cap, ce qui a effectivement pas toujours été le cas. Mais en fait, tout ce dont vous avez parlé, Jean-François Toussaint, cette clarté, cette pas obscure clarté, cette clarté. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, est-ce que ce cap peut être corrigé? Vous avez dit d'ailleurs que le Premier ministre a parlé autrement. Peut-être qu'ils ont enfin compris, peut-être qu'ils vont aller vers un devoir de clarté. C'est plus qu'urgent, c'est essentiel. Peut-être, il faut en tout cas l'espérer. Ce qui me paraît le plus important derrière l'ensemble de ces évolutions-là, c'est celle effectivement de la cohérence et celle de la pédagogie. Cela n'a pas été fait pendant les 6 mois de cette épidémie. Il faut revenir à l'explication claire de ce qui se passe, des paramètres qui sont en jeu, que ce soit sur le risque individuel et aussi sur le risque collectif, sociétal auquel nous sommes confrontés. Il faut l'expliquer, il faut dire où est la direction qui nous permet d'envisager un certain nombre de récupérations, de retour à des capacités antérieures. Il faut éviter cet écroulement dont parlait le Premier ministre précédent, auquel on se trouve confronté maintenant. Et il faut, à partir de là, retravailler ensemble sur des solutions. Mais on ne pourra le faire que si l'on explique les choses et si on le fait œuvre de pédagogie claire. J'espère progressivement, en continuant à cela, à travailler à cette solution. Et merci, et grâce à vous et à quelques autres, justement, on le fait, cet exercice pédagogie. Merci beaucoup au professeur Jean-François Toussaint qui a pris le temps justement de nous expliquer, de chiffrer, d'aller au fond des choses. Et puis vous restez avec nous et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états.